Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de... Eh, la ferme, on s'entend plus. C'est pas possible, on n'est jamais tranquille. Bref, je voulais vous parler de quelques codes de l'ASF. Le premier niveau de la critique, quand on cause de réalisme en SF cinématographique, c'est « Pourquoi les vaisseaux et les lasers font du bruit dans l'espace ? Ça n'existe pas en vrai, ça !» Et c'est le genre de truc tellement rebattu qu'on n'y prend plus garde. Le bruit, dans l'espace, c'est clairement un code narratif détaché du réel. Il y en a plein au cinéma, des comme ça, qui vont du crissement de pneus intempestif lors de poursuites aux silencieux qui font... Notons que certaines œuvres contournent la chose avec des résultats très élégants. Et n'oublie pas que, par contre, à l'intérieur des vaisseaux, entre les moteurs et l'armement, ça doit faire un raffut terrible. La SF est bourrée de clichés de ce genre. Le technobabble dont je causais dernièrement en est un. Le long travelling sur le vaisseau qui avance en est un autre, parfois avec du bruit, parfois pas. Il est essentiel pour iconiser l'appareil et donner une idée de ses dimensions. Pour la petite histoire, dans la mesure où n'importe quoi dans l'espace se déplace à des vitesses de l'ordre de 7 km par seconde et plus, la lenteur majestueuse n'est dans la réalité pas une option. Ce travelling, il a été popularisé par Kubrick dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais il n'utilise pas de bruit dans le vide. Au contraire, il joue dans certaines séquences sur le contraste entre le bruit et le silence quand le vide se fait. Autre utilisation importante de la bande-son chez lui, quand les personnages font des sorties extravéhiculaires, le bruit de leur respiration dans le casque devient tout l'univers sonore, appuyant l'impression d'enfermement. Il y a un contraste entre l'espace étriqué du scaphandre, où l'on est seul avec soi-même, et l'immensité extérieure infiniment hostile. Mais une autre utilisation du bruit est plus significative encore, et c'est celle-ci. Il y a quelque chose de profondément absurde et de très fort dans cette séquence. Reprenons. Quand le professeur Floyd touche le monolithe fraîchement excavé sur la Lune et que le Soleil touche la pierre pour la première fois depuis des milliers d'années, elle émet un cri, une fréquence radio vrillante, un signal à sa grande sœur qui l'attend en orbite autour de Jupiter. Et là, les astronautes ont une réaction complètement absurde. Ils portent leurs mains à leurs oreilles pour se protéger du son. C'est absurde parce que ce son n'existe qu'à l'intérieur de leur casque, vu qu'il est transmis par radio, casque qui, de toute façon, empêche que le geste serve à quoi que ce soit. Je trouve ça profondément génial de la part de Kubrick. Cette image répond à plusieurs impératifs. Le premier est d'ordre complètement pratique. Vu que la bande-son du film fait la part belle à des choses parfois un peu expérimentales, notamment des compositions de Ligeti, il est bien utile de montrer de façon claire que cette fréquence est intradiégétique, qu'elle fait partie du récit, contrairement aux valses qui se surimposent à lui. Le réflexe humain de porter la main à ses oreilles véhicule de façon immédiate le concept du bruit insupportable et le corrèle à la fréquence émise par le monolithe. Le deuxième est philosophique. Il montre des humains, très humains, trop humains, qui même dans le vide et sur un monde étranger continuent à avoir des réflexes et des réactions humaines devenues absurdes parce que déconnectées des conditions d'origine. Sous leur scaphandre métallisé qui leur donne l'allure de robots, ils restent des hommes. Je crois que c'est Chris Hadfield qui expliquait à quoi visait précisément l'entraînement des astronautes. À s'affranchir autant que possible de ce genre de réactions qui, dans l'environnement infiniment hostile de l'espace, peuvent mener à la panique. Il donnait l'exemple de gouttes de sueur qui, flottant en apesanteur dans son casque, avaient fini par l'aveugler en venant se coller à sa cornée, d'une façon qu'il ne pouvait pas essuyer. Dans de telles conditions, la panique a vite fait de mener à la mort. Floyd et ses petits camarades ne sont pas des astronautes surentraînés, eux, mais des scientifiques dépêchés sur la Lune et vivant essentiellement sous dôme. Tout le contraire de David Bowman, qu'on voit réagir à tout dans la suite du métrage comme s'il avait de l'azote liquide dans les veines. Voilà, c'est aussi pour ça que j'aime 2001, pour ce genre de détails qui font sens. Allez, bonne soirée.